Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on va parler cyclisme, on va faire le débrief, les top et flops du Tour des Flandres 2021, course qui a été assez agréable à regarder. J'ai pris un gros moment, j'ai regardé toute la course sur France 3 pour tout vous dire. De mes activités incroyables, j'étais en train de repasser en tout début de course. J'ai pas vu vraiment le tout début de journée avec Tipeee, mais sur le Tour des Flandres, je dirais qu'il y a peut-être un peu moins d'intérêt à regarder l'intégralité de la course sur Paris-Roubaix, même si c'est toujours un avantage, mais j'avais vu quand même ce qui s'était passé grâce au site de la chaîne L'Équipe, enfin le site l'équipe.fr où c'est marqué voilà, les principales informations, où je savais que Barguil était tombé notamment. Du côté donc du Tour des Flandres, on fera le bilan des blocs, les tops et flops, en sachant que au moment où je fais cette vidéo, depuis une heure que la course arrive, il est 17h24, nous sommes le 4 avril, et bien les résultats ne sont toujours pas affichés. Donc ce qui fait que pour le top et flop, c'est vraiment sur mon ressenti de la course et pas trop sur les résultats, surtout pour les flops. Pour les tops encore, les résultats vont avec, mais pour les flops, c'est un peu plus compliqué. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, à me dire quel coureur vous avez apprécié, quel coureur vous n'avez pas apprécié pendant cette course, et quel bleu, c'est-à-dire soit coureur français, soit coureur étranger dans une équipe française, vous a surpris, vous a étonné, ou vous avez apprécié pendant cette course. N'hésitez pas également à partager la vidéo si vous pensez que ça peut intéresser votre entourage, à mettre un petit pouce et à vous abonner à la chaîne en mettant la petite cloche. Eh bien, on commence tout de suite avec le bilan des Bleus. Du côté du bilan des Bleus, dire que les Bleus ont quand même été bien plus présents que certaines années sur cette course. C'est vrai que cette année sur les Flandriennes, on a eu quand même du beau niveau, que ça soit Turgis, que ça soit Laporte également. Il faut le souligner. Je pense qu'on fera un bilan même des Flandriennes si j'ai le temps dans la semaine. Pour parler de ces courses-là ou faire le bilan un petit peu de toutes ces classiques flandriennes, sauf Paris-Roubaix, qui je rappelle a été décalé au mois d'octobre. Du côté des Bleus, je vais commencer avec Julien Alaphilippe. Comme souvent, je commence souvent Julien Alaphilippe quand même sur les courses françaises, enfin sur les courses. La course de Julien, elle est intéressante parce qu'il a fait partie de la stratégie de Koninck. Il faut savoir que cette année, De Koninck s'est quand même planté plusieurs fois et je pense que très clairement dans l'équipe, Asgreen était le plus fort. Je pense qu'Alaphilippe est un petit peu émoussé physiquement après un gros début de saison. Depuis les classiques italiennes, j'ai l'impression qu'il est quand même un peu moins bien physiquement, un peu moins présent. Que ça soit là à travers les Flandres ou là sur ce Tour des Flandres. On a bien vu en fin de course qu'il a complètement explosé Alaphilippe. Mais je pense que très clairement la stratégie dans cette équipe c'était de faire mal. Et de faire mal pour Asgreen. On sait qu'Asgreen c'est pas le coureur qui a la plus grosse pointe de vitesse. Et Alaphilippe, c'était le deuxième larron, je pense, dans cette stratégie. Il s'est un peu enterré, mais c'était dans le bien de l'équipe. C'est-à-dire que il a laissé partir l'attaque de Asgreen, voilà, il a laissé partir, pas de chance pour lui, c'est que derrière c'est parvenu. Après, je pense quand même très clairement qu'il aurait eu du mal dans le final, mais il a fait la course, vraiment une course satisfaisante jusqu'à ce moment-là. Ils ont durci la course et il a fait partie de cette stratégie pour durcir la course. Après, dans le final, il explose. Mais bon, son équipier gagne, donc je dirais que c'est plutôt un mal pour un bien. Dans ces Wolfpack de chez De Koninck, de toute manière, l'intérêt de l'équipe, je dirais, prime sur les intérêts personnels. Et là, ça s'est vu sur cette De Koninck où Ballerini aussi aurait pu jouer sa carte à un moment où il décide de se sacrifier pour les autres coureurs. La seule déception, c'est dans cette équipe, c'est d'avoir pas vu Yves Lampaert. Mais sinon, du côté d'Alaphilippe, gros travail. Vraiment, non, très bon travail. Voilà, j'ai pas grand chose à dire pour Julien Alaphilippe, à part qu'il se repose un peu. Je pense que ça va lui faire du bien qu'il n'y ait pas Paris-Roubaix, parce que je pense qu'il aurait voulu faire Paris-Roubaix. Voilà, il va avoir une grosse semaine de repos. Ensuite, il va réattaquer avec l'Amstel, avec la Flèche Wallonne, avec Liège-Bastogne-Liège, sauf contre-indication au niveau des règles de Covid. Et puis surtout, il y aura derrière, il changera un petit peu son fonctionnement pour les grands tours, hein. Très clairement, après, c'est plus le même Julien Alaphilippe qu'on retrouve à partir du mois de mai. Je continue avec Anthony Turgis. Anthony Turgis, encore un top 10 pour Anthony Turgis.
Il était fort aujourd'hui. Le problème, ça a été son équipe. Il était fort parce que quand il arrive à revenir sur le groupe de tête, physiquement, il faut quand même être sacrément doué. Quand il arrive, voilà, quand il est lâché à une quarantaine de bornes de l'arrivée, il arrive à revenir une fois. Ensuite, il en a peut-être un peu trop fait. Il voulait quand même revenir sur Van Aert, sur les trois de devant, et puis il n'était pas aidé parce que c'est vrai que les Bahreïn ne roulaient pas très fort, on va dire, et Julien Lafilippe ne roulait pas, ce qui était tout à fait normal. À ce moment-là, j'étais un peu plus surpris de la part des Bahreïn, mais j'ai l'impression que du côté des Bahreïn, il n'y avait plus beaucoup d'essence dans le moteur. Du côté donc de Turgis, c'est une petite déception de ce côté-là. Mais qu'est-ce qu'il était fort aujourd'hui, et ça montre que dans les années à venir, il faudra compter sur lui dans ce type de course, parce qu'aujourd'hui, il a le profil et il est le plus fort sur ce type d'événement. Alors après, du côté de Turgis, moi je regrette, c'est sa formation, c'est Total Direct Energy, parce que il a été seul quasiment sur les 70 km. Quand je vois l'attitude de Terpstra à 90 km de l'arrivée, qui est seul, qui tient le manche à l'arrière, le manche du peloton avec Godin, je me dis, est-ce qu'il y avait un intérêt à emmener Terpstra si c'était pour faire ça? Il a absolument pas pesé sur la course, Terpstra, pour aider Turgis. Il faudra m'expliquer encore la stratégie de sélection de cette formation, parce qu'on a vu que, de toute façon, au Samin, déjà, il n'était pas en forme, Terpstra. Donc, on connaît un petit peu comment il marche maintenant ces dernières années, Terpstra. S'il n'est pas bien dès le début de saison, après, il fait plus rien de l'année. Mais du côté de Turgis, donc voilà, c'est une équipe qui était trop faible. Il aurait dû être aidé à certains moments. Je pense qu'on s'aperçoit que chez Deceuninck, ils sont 2 ou 3 dans le final. On s'aperçoit également que chez Alpecin, il y en a 2 dans le top 10. Regarde Wout van Aert qui s'est retrouvé seul, s'est retrouvé également en difficulté à un moment. Les équipes qu'on pesait, c'est les équipes où ils étaient plusieurs. La Bahreïn, ils n'avaient pas forcément le leader, la Bahreïn, mais ils en avaient 2 dans le bon groupe. C'est dommage. Je pense du côté de Turgis, c'est son équipe. Il y a des bons résultats, des top 10. Ce qui manque quand même, c'est la gagne à un moment, ou au moins plus de podiums. Je pense qu'il était en capacité d'aller chercher des podiums, mais il aurait fallu qu'il y ait une équipe beaucoup plus solide. Et par rapport à G2R Citroën, par rapport à d'autres formations, Turgis s'est retrouvé énormément seul, même comparé à la Cofidis. Il y avait Yele Wallace qui était dans l'échappée, et quand il est retombé sur Laporte, il a roulé pour Christophe Laporte, ce qui était plutôt bien vu, parce que c'est vrai que la Cofidis avait peut-être pas le plus gros effectif quand même de ce Tour des Flandres, mais avec cette stratégie-là, ils ont pu avoir du monde pour aider Laporte en fin de course, et Laporte était quand même bien entouré, je dirais, encore à 80 km de l'arrivée, 70 km de l'arrivée, alors que Turgis, à part Adrien Petit, qui a fait un énorme travail, et il faut le saluer encore une fois, parce qu'Adrien Petit, on a tendance à sous-estimer tout le travail qu'il a chez Total Direct Energy. Après les autres, je dirais que Damien Godin, on l'a quand même plus souvent vu à l'arrière du peloton qu'à l'avant. Terpstra pareil, Burgodo et autres. Burgodo déjà, c'est un petit peu une blague, on se demande ce qu'il foutait là. Je termine avec Greg Van Avermaet. C'est bien, 3ème place. On le paye pour faire des podiums sur le Tour des Flandres. J'avais dit, je sais plus sur quel débrief, j'avais dit on le paye pas pour faire 11e, on le paye pour faire top 5. Pourtant il a eu une course difficile, Van Avermaet. Il a eu une course difficile parce qu'on sent qu'à 60 km de l'arrivée, les jambes sont pas exceptionnelles. Quand le premier passage au Vieux Coirmont, donc à peu près 58-57 km de l'arrivée, il est déjà loin dans le groupe. C'est-à-dire qu'on sent qu'il s'emploie. Au niveau du visage, c'est pas le Club Med. Et donc il a été à bloc sur les 60 derniers kilomètres, et il arrive quand même à choper le podium. Il arrive à choper le podium en la jouant finement, parce qu'il était dans le 2e groupe, dans le groupe de chasse, avec par exemple Sénéchal, où il y avait également Turgis. Et il sait très bien que Van Avermaet aujourd'hui, il a plus les jambes de ses 25 ans, c'est-à-dire qu'il est plus capable de battre ces mecs-là au sprint. Donc il fallait qu'il trouve une autre solution, et autant Sepp Van Mark n'a pas réussi à la trouver et reste dans le groupe de chasse, autant lui il a réussi à sortir avec un autre coureur, je sais plus qui c'était, du côté de Van Avermaet, et le bat au sprint. Et il prend un podium qui est quand même mérité, parce qu'il n'a pas fait une mauvaise saison des classiques. Je l'avais mis un moment dans les flops, mais il a quand même été régulièrement dans le top 15, top 20 des courses, donc c'est pas une mauvaise saison des classiques, on l'attendait un peu mieux. Je pense qu'il y a aussi eu des stratégies du côté de chez G2R qui n'étaient pas forcément les bonnes, chez G2R Citroën. Et Van Avermaet, là il a quand même roulé en patron.
beaucoup plus que sur d'autres courses. Là, j'ai retrouvé un petit peu le Van d'Avermaet d'il y a 3-4 ans. Et c'est pour ça que je suis content, parce que j'avais l'impression qu'il était plutôt à bout de course, en fin de carrière, j'ai envie de dire. Et j'avais peur parce qu'il avait quand même un contrat de 3 ans et il va falloir quand même se méfier sur les grands tours, Van d'Avermaet, parce que dans des échappées, je pense qu'il est toujours capable de faire des bons résultats. Et puis je passe avec un petit flop. C'est du côté de la Groupama, je les attendais pas des masses Groupama, alors il y a Madouas qui fait top 20, mais c'est dommage la chute quand même de Stefan Kung, mais j'ai l'impression que Stefan Kung n'était pas dans un grand jour, parce que quand il chute, il est déjà derrière Van d'Avermaet, lorsqu'il a sa chute, c'est après le Vieux-Coirmont je crois. Et du côté de Groupama, de toute manière, au niveau collectif, on a très peu pesé par rapport à quelques années en amont, où cette équipe arrivait à peser beaucoup plus sur ce type de course. C'est un petit peu dommageable du côté de la Groupama, mais bon travail du côté Enfin, dommage pour Stefan Kung. Plutôt pas trop mal pour Madouas, qui a fait le maximum qu'il pouvait sur ce type de course, mais ça montre aussi que Madouas, il faudra compter sur lui sur les classiques ardennaises, parce que c'est quand même un peu plus son style de course que les Flandriennes, du côté de Valentin Madouas. Allez, on passe tout de suite aux coureurs au top. Attaque de Marlou. Du côté des coureurs au top, je commence avec bien entendu le vainqueur du jour, Kasper Asgreen. Kasper Asgreen, ça a été la stratégie de la De Koninck pendant 150 km, c'est-à-dire faire mal. Faire mal parce que une course facile aurait favorisé les sprinters. Dans leur équipe, Ballerini, on savait qu'il était un petit peu sur les rotules. Alaphilippe, on sait que face à Van Der Poel et face à Wout van Aert, il ne peut pas les battre. Donc il fallait trouver une autre solution. Et ils ont tenté de faire la course à la dure. Il y a eu un gros travail de Ballerini. Il y a eu des attaques très tôt de la part de Julien Alaphilippe. Ce qu'il faut aussi pas négliger, c'est que du côté d'Alaphilippe, j'ai oublié d'en parler, mais j'en parle maintenant. L'année dernière, il avait fait que 220 km. Je pense qu'il lui en a manqué 10 ou 15, où il savait pas qu'est-ce que c'était le dernier passage du Tour des Flandres, le dernier passage du Vieux-Coirmont. Il avait fait que 2 passages à la dernière du Vieux-Coirmont, pas 3. Je pense que c'est ça aussi qui l'a fait sauter en fin de course. Il faut pas le négliger. Mais du côté de Kasper Asgreen, il nous a refait le coup du GPO3. Je pense que c'était l'un des plus forts sur cette campagne des classiques flandriennes. C'est l'un des meilleurs coureurs de classique. On savait que c'était un très bon coureur, un très bon baroudeur, un très bon rouleur. Maintenant on sait que c'est un très bon coureur de classique. Et puis il a battu Van Der Poel sur son terrain. Dans le Paterberg, tu sens que Van Der Poel il peut pas accélérer. C'est-à-dire, au fur et à mesure des kilomètres, la situation Van Der Poel-Asgreen s'est inversée. C'est-à-dire, au départ, Van Der Poel était très très fort. À 40 bornes de l'arrivée, vous le voyez monter les monts. La soquette est légère, comme on dit, un petit peu dans le milieu du cyclisme. Alors, on voit qu'il appuie pas sur les pédales et c'est tranquille, quoi, ça tourne tout seul. Et d'un coup, Asgreen dans le Paterberg, dans le dernier passage, donc déjà dans le Vieux-Coirmont, on sent que ça s'équilibre parce qu'il revient quand même assez facilement sur Van Der Poel après le Vieux-Coirmont, dans le 3e passage du Vieux-Coirmont. Mais ensuite, dans cette dernière difficulté, ça s'inverse, quoi. Van Der Poel, il est plus en capacité d'aller chercher Asgreen. Et puis après, dans les 10 km de plaine pour aller chercher Oudenaarde, tu sens quand même qu'Asgreen, il a un bon coup de pédale. Alors, à ce moment-là, je me dis pas quand même que Asgreen va battre Van Der Poel. Mais je me dis pour Van Der Poel, ça sera pas du tout cuit. Il va falloir quand même qu'il travaille. Mais je me dis quand même, à ce moment-là, Van Der Poel, il a la capacité de le battre. C'est fou, c'est quand même que dans le dernier kilomètre, il se place derrière, mais il lance son sprint à 250 mètres. Pour un coureur comme Asgreen, normalement, il faut qu'il lance 400 mètres, à 400, 350 mètres. À 250 mètres, normalement, c'est perdu face à Van Der Poel. Mais il savait qu'il était plus fort. Il savait qu'il était très très fort, Asgreen. Et je pense qu'en plus, il sait qu'il n'est pas si mauvais que ça sur le sprint, parce que Alaphilippe, en interview d'après-cours, j'ai regardé un petit peu la RTBF, sur le site de la RTBF, il a dit que je ne suis pas surpris par la victoire d'Asgreen. Nous, de l'extérieur, on est quand même plutôt surpris par cette victoire. Mais Asgreen, il a complètement conclu le travail de la De Koninck. Et je pense que la De Koninck, ils ont tout fait pour gagner le Tour des Flandres cette année. Ils ne voulaient pas forcément accumuler les victoires comme ils avaient pu le faire peut-être les années précédentes et puis un peu se rater sur les 2 monuments. Là, ils se sont pas ratés. Dans le 1000. Le GPE3, ils voulaient gagner dans le 1000. Là encore, ils l'ont gagné comme ils voulaient
tapé fort sur le Het Volk, le Het Nieuwsblad, pardon. Donc voilà, très bon travail de Asgreen, très bon travail de Koninck, qu'il faut le saluer. Et Asgreen fait partie maintenant des vainqueurs de monuments, et c'est totalement mérité pour le coureur danois. On continue avec Van Der Poel. J'ai envie de dire, que faire de plus aujourd'hui pour Van Der Poel ? Est-ce qu'il peut être déçu, Van Der Poel ? Il a fait la course quasiment parfaite. Il a résisté aux attaques de Koninck. Il s'est quand même bien démerdé seul. Il s'est jamais fait avoir, contrairement à Van Aert qui souvent a couru à contre-temps dans les 30-35 derniers kilomètres et ça lui a coûté forcément la gagne. Mais il est tombé sur plus fort, Van Der Poel. Il a tout fait parfaitement. Il n'a pas fait les 10 derniers kilomètres seul. Non, Asgreen a collaboré. Quand il a lâché Van Aert, c'était le bon moment pour lâcher Van Aert dans le Vieux-Coirmont. Il fallait son attaque au Vieux-Coirmont. À ce moment-là, il a un petit peu d'avance. Il ne se doute pas qu'Asgreen va revenir si facilement. Je crois qu'en fait, dans les 10 derniers kilomètres, mentalement aussi, Van Der Poel, il a compris qu'il n'allait pas gagner. Et la manière dont il sprint, certes, Asgreen était plus fort, mais je pense que Van Der Poel a surtout craqué mentalement. Dans l'adversité, il a craqué. Contrairement à Asgreen, qui se sentait fort plus les kilomètres passaient. Van Der Poel, il se sentait de moins en moins fort plus les kilomètres passaient. Il aurait fallu qu'il le lâche, en fait. Sauf qu'il n'était plus en capacité de le faire, quand il a tenté de le faire dans le Paterberg. Du côté de Van Der Poel, oui, il n'y avait pas... C'est un bon résultat, 2e place. Hein. Ça, c'est... faut quand même rappeler qu'en 3 éditions, 4e, 1er, 2e. Il n'y a pas grand monde qui peut dire ça sur cette course, mais là, aujourd'hui, il est tombé sur plus fort que lui, tout simplement. Et faudra revenir l'année prochaine pour Van Der Poel. Et puis, Van Der Poel, contrairement à Asgreen, qui, je pense, va encore être là sur d'autres courses, pour Van Der Poel, c'était la fin de saison. Là, maintenant, il va attaquer quelque chose à la fin de saison, c'est à la fin d'un gros cycle qui avait commencé avec le cyclocross. C'est la fin de sa première partie de saison. Lui, maintenant, il va travailler le VTT pour les Jeux Olympiques, et puis il va aussi travailler, essayer de récupérer un petit peu pour le Tour de France. On sait que c'est un de ses objectifs. Alors que Asgreen, c'était peut-être pas la même situation. Forcément, ça a dû jouer à un moment l'état de forme. Peut-être que Van Der Poel était un peu physiquement dans le dur, depuis également à travers les Flandres, il faut le signaler. Mais dommage pour Van Der Poel d'avoir manqué cette classique, mais ça reste un excellent coureur. Il ne s'est pas raté aujourd'hui, il est juste tombé sur plus fort que lui. Puis je termine avec Jasper Stuyven, 2e top 5 dans les monuments. C'est quand même pas n'importe quoi dans une saison et dans une carrière de faire 2 top 5 dans les monuments. Il y a beaucoup de coureurs qui n'arrivent pas à le faire après la victoire sur Milan-San Remo. Là, il était moins fort que les hommes de tête. Faut aussi rappeler que la fin de la période des classiques pour Trek Segafredo a été compliquée avec une situation de cas de Covid. C'est vrai que pour l'entraînement, ça a été compliqué. On a vu un Pedersen qui a complètement explosé à 80 bornes de l'arrivée. Mais du côté de Stuyven, il a fait sa course dans l'ombre. Il savait qu'il n'était pas le plus fort, donc il s'est dit je vais suivre. Et puis il y a bien un moment où il y aura peut-être une ouverture. Bon, l'ouverture s'est jamais trouvée. Ils sont jamais vraiment revenus sur le groupe de tête, même si à chaque fois cette arrivée à Oudenaarde, ça fait la même chose. On pense que ça peut revenir. Et puis à 5 km de l'arrivée, paf, on voit l'écart qui augmente. Ça le fait chaque année, quasiment, depuis 2012 et cette première arrivée. L'année prochaine, on fêtera les 10 ans d'arrivée à Oudenaarde, si ça ne change pas, si le parcours n'est pas changé. Mais du côté de Stuyven, je pense que c'était pas le leader chez la Trek, et c'est, je dirais pas une surprise dans le top 10, mais presque pas loin, parce qu'on l'a, autant sur Milan-San Remo, on l'a vu, autant sur les autres classiques flandriennes, Jasper Stuyven, il était quand même pas à la fête. Et là, il a fait le job, il a fait le bon travail. Je pense qu'en plus, il s'attendait peut-être pas à ce que Pedersen craque à 80 bornes de l'arrivée, donc ça a peut-être changé les plans, et c'est parfois pas facile quand on change les plans à ce kilométrage-là. Dommage qu'il soit pas là, qu'il soit mal placé à un moment. Je crois dans le Vieux-Coirmont, je le vois plutôt loin, parce que peut-être qu'il aurait pu suivre les attaques. Mais bon, après, c'est quand même bien de faire deux top 5 dans ce genre de course. On passe tout de suite au flop. Premier bonnet d'âne de cette course, Peter Sagan.
Compliqué, hein, Peter Sagan quand même sur cette course. Compliqué, ouais. Compliqué. Je pense que il a commencé sa saison extrêmement tardivement. Je pense que c'était une erreur pour être en forme sur ces courses-là. Je pense qu'il ne s'attendait pas à grand-chose. On va pas se mentir. Il a compris assez vite dans le deuxième passage dans le Vieux-Quarmont qu'il serait pas au rendez-vous. Moi, je comprends pas cette forme de saison qu'il a eue. Alors, je sais qu'il y a eu la Covid, mais quand même, c'était prévu chez Peter Sagan de commencer aussi tard la saison. De commencer tard la saison, c'était prévu chez Peter Sagan. Je pense que c'était une erreur parce que sur ce type de course, si t'as pas un minimum de jours de course, tu peux pas faire la différence. Et là, très clairement, Sagan, il en a manqué. Ça correspond aussi au bilan de la Bora qui est extrêmement faible. Nils Politt, on ne l'a pas vu de toute la classique flandrienne. C'est une équipe qui, sur le papier, était solide, mais qui, au fur et à mesure des courses, a un petit peu délité. Et puis là, on a vu, la moitié de l'équipe, à un moment, était crevée à 110 km de l'arrivée. Donc, c'est sûr que quand tu as autant de crevaisons en ce moment-là de la course, c'est compliqué. C'est un petit peu comme Trentin, aussi, qui a crevé. C'est difficile, mais pour Peter Sagan, c'est une déception parce que on attendait peut-être en 2021 le retour du grand Peter Sagan. Ça n'a pas été le cas. Et puis en termes de palmarès, ça plafonne un petit peu depuis 2 ans. Il y a pas depuis 2019. Le palmarès de Sagan, c'est pas gonflé énormément. Ça avait compensé à un moment en tout début de carrière qui serait en capacité d'aller chercher peut-être les records de Boonen, de Cancellara. Je crois que maintenant il faut mettre un petit peu une croix dessus. Je vais continuer avec Alberto Bettiol, lui qui avait remporté cette course il n'y a pas si longtemps que ça. Pourtant Alberto Bettiol, inexistant. Inexistant sur toutes les classiques flandriennes, inexistant depuis le début de saison et inexistant depuis le confinement l'année dernière. C'est-à-dire que Bettiol, avant le confinement, il y avait eu quelques résultats sur le Tour de la Provence, notamment sur l'Étoile de Bessèges en 2020. Depuis le confinement, on ne l'a pas vu, Bettiol. Ça fait depuis quasiment 1 an qu'il est inexistant, Bettiol. Là, il lâche, je crois, à 70 bornes de l'arrivée. De toute façon, vu les résultats sur les dernières courses, c'était de toute manière pas fameux. C'est incroyable, on a l'impression que depuis sa victoire, de toute manière, sur le Tour des Flandres, il n'arrive pas à assumer. On a l'impression que cette victoire est un poids dans sa carrière, qu'il n'arrive pas à assumer ce résultat. Et là, mauvais. Enfin, il n'y a rien de bien qui s'est passé dans la course. Et en plus, quand tu vois la belle échappée de Bissegger dans l'équipe, tu te dis qu'on va peut-être commencer à réfléchir à mettre beaucoup plus Bissegger en tant que leader dans les Flandriennes que Bettiol. Mais Bettiol, c'est assez incroyable. Alors, depuis sa victoire au Tour des Flandres, il n'y a rien. Ça me rappelle Alexandre Ballan. Quand il était devenu champion du monde, il avait eu beaucoup de mal à assumer ce statut de leader en tant que champion du monde. Il avait eu du mal à assumer. Bettiol, pour moi, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que cette victoire au Tour des Flandres, il s'y attendait tellement pas qu'il n'arrive pas à assumer ou il n'arrive pas il n'a pas la carrure pour avoir ce statut de leader et il souffre de ça. Et puis je termine avec l'UCI, l'exclusion de Michael Scher. Ça a été un peu ridicule. Alors, du côté de l'UCI, je suis d'accord avec les règles sur la position Mohoric, parce que pour moi, c'est une position dangereuse. Demanderait à Ligébert, je sais plus, c'était Anthony Perret, je crois que c'était également pété la gueule autour du Limousin avec cette position. Bon, déjà, la position, les bras sur le cadre. Bon, après, on peut dire, ça donne un mauvais exemple pour les amateurs et les jeunes. Moi, je dis d'accord. Que l'UCI renforce les règles au niveau des arrivées avec toute une règle sur les barrières fixes, ok. Qu'on essaye au niveau de la biodiversité d'améliorer les choses au niveau des déchets, oui. Mais l'exclusion de Michael Scher, non, faut quand même pas déconner. Le mec donc a été exclu parce qu'il a lancé un bidon à des spectateurs. Il l'a même pas lancé totalement en pleine nature, il l'a lancé à des spectateurs, le bidon. Et il s'en est aperçu tout de suite qu'il avait fait la faute, on va dire. Mais normalement, on devrait avoir le barème des infractions devrait pas être aussi dur, ça devrait pas être tout de suite exclusion. Alors, on devrait avoir alors sur les tours de 3 semaines, sur les courses par étapes, ça sera pas exclusion directement. Il y aura des pénalités en temps. Il y aura amende et pénalités en temps. Mais là,
Enfin, l'exclusion directement. On peut pas mettre un système de on bloque le coureur pendant 1 minute et il repart 1 minute après les autres. Je sais pas, le bloquer pendant 1 minute avec le commissaire à côté qui le bloque pendant 1 minute, qui lui dit bah t'as acheté un bidon, voilà, t'attends pendant 1 minute et puis après tu peux repartir. Il y a pas la possibilité de faire ça aujourd'hui dans le cyclisme moderne parce que là, enfin ça a été ridicule et je crois que tout le monde l'a dit. Il va falloir trouver un barème, on va dire, au niveau des pénalités. Ça peut pas être directement exclusion pour avoir acheté. Et encore une fois, en plus, il l'a même pas acheté en pleine nature, il l'a acheté dans un virage. Il y avait des spectateurs, les spectateurs ont récupéré le bidon. Il s'en est aperçu. Il devrait y avoir des solutions pour pas être tout de suite sur l'exclusion. Et moi, j'espère que l'UCI va changer, modifier un petit peu cette règle, qu'ils vont s'apercevoir qu'ils ont fait une erreur. À ce moment-là, bon, c'est vrai que c'était quand même vraiment extrême sur cette exclusion de Michael Scher. Enfin, c'est ridicule et ça n'aide pas le cyclisme, ce genre d'action, très clairement. Et moi, je suis assez révolté parce que Michael Scher, en plus, il s'aperçoit de son erreur. Enfin, il s'aperçoit que voilà, bon, il devait pas le faire normalement. Mais il y a des spectateurs. C'est quand même con pour les jeunes aujourd'hui. Quand il y a des spectateurs, je veux bien qu'on ne le jette pas dans les arrivées, dans le final, quand la course est tendue. Oui, parce que c'est dangereux. Mais là, il l'a acheté, il était à l'arrière du peloton. Il n'y avait aucun danger à droite, à gauche. Bon. Et encore une fois, si on s'aperçoit que tu jettes un peloton dans une zone dangereuse, dans ce cas-là, voilà, on prend le coureur à part, on met, tu vois, par exemple, le commissaire dit coureur numéro 30, pénalité d'1 minute, donc voilà, il est obligé de se remettre à l'arrière du peloton. Il y a un commissaire qui le met sur le bord de la route et qui lui fait, dans une zone sécurisée, qui le fait attendre 1 minute. Et il repart 1 minute après les autres. On aurait pu mettre cette solution-là. Bon. Encore une fois, l'UCI et sa réglementation, parfois, qui ne correspond pas au monde moderne. Enfin, des fois, j'ai du mal à comprendre. Bon, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo qui a duré quand même une bonne trentaine de minutes, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à me dire si vous avez aimé, pas aimé tel coureur, comme je vous ai dit tout à l'heure, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo, et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur l'Amérique Production. Ciao, ciao!